Madame, Monsieur, bonsoir. Quels sont les défis pour le tout premier gouvernement de Judith Suminwa Tuluka? Nous allons parler de cette question dans cette émission. Quelles sont les bonnes choses par rapport à ce gouvernement? Quelles sont les mauvaises par rapport à la configuration, à l'équipe gouvernementale? Nous allons parler de tout ça et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre. Notre invitée ce soir, c'est une dame. Madame, maître Delia Chilanda, bonsoir. Dalia Chilanda, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ambroise. Vous êtes avocat de profession. Exactement. Vous êtes cadre du REPOP, coordonnatrice de la Fondation Equitas. Équité. Yes, Equitas qui dit équité, oui. Équité. Une fondation qui s'occupe des enfants en conflit avec la loi. Exactement, pas que. On parle aussi principalement des questions liées sur les violences basées sur les genres, les enfants en conflit entre autres, mais aussi beaucoup plus l'encadrement de la jeunesse et ce qui nous emmène finalement à s'occuper de ça, puisque au sein de Equitas, il y a plusieurs avocats qui essayent de travailler et d'essayer de relever le défi en élevant notre justice. Alors, particulièrement par rapport aux enfants en conflit avec la loi, qu'est-ce que vous faites concrètement pour eux? Alors, nous parlons beaucoup plus, nous nous sommes basés sur la protection de l'enfant. Et dans ce chapitre, bien sûr, il y a aussi la question de ces enfants qui arrivent à être en conflit avec la loi. Quand je dis être en conflit avec la loi, c'est simplement pour dire des enfants qui arrivent à commettre des infractions. Certes, au regard de leur âge, il est très difficile de les sanctionner comme ce seraient des adultes révolus, mais la loi prévoit cette responsabilité au regard d'un enfant qui a 14, 15 ans, 16 ans. Et nous accompagnons, nous aidons pour surveiller surtout, afin qu'il n'y ait pas de dérapages et de dérives de la part de notre justice, et surtout aussi essayer d'encadrer ces enfants, parce qu'il est important aujourd'hui que l'on s'occupe un peu de cette jeunesse-là qui, de plus, est l'avenir du pays, d'où il est important que des structures comme la nôtre s'impliquent sur la protection de l'enfant. Nous avons désormais le tout premier gouvernement de Judith Tuluka. C'est pour cela que nous vous avons invité sur ce plateau. Le gouvernement d'une femme. Je voudrais avoir l'analyse d'une autre femme par rapport à ce gouvernement, mais on a attendu trop longtemps Oui. pour avoir ça. L'attente, certes, elle a été longue, mais vous vous souviendrez que lorsqu'il y a des tractations dans un pays comme la nôtre, ce n'est pas toujours évident de sortir un gouvernement. Je prendrai l'exemple de la Belgique qui a eu à faire plus de 250 jours sans gouvernement. Ouais. Donc quand nous, on semble être choqués, en oubliant que le contexte de notre pays est assez particulier. Les élections, il s'agit vrai d'une majorité, mais une majorité qui est constituée d'autres plusieurs parties prenantes qui viennent en renfort. Et pour cela, pour finalement respecter les prescrits de la Constitution, vous imaginez bien que ce n'est pas évident, mais on l'a fait finalement. On a un gouvernement. Un gouvernement de 54 membres. Lorsqu'on pense réduction du train de vie de l'État, 54 membres. 54, oui. Déjà, pour le quinquennat passé avec le gouvernement Sama, il y avait 57. Donc, 57. Aujourd'hui, on est à 54. Donc, il y a une légère petite avancée, mais qui reste quand même significative. Mais au-delà, aujourd'hui, nous voyons que nous avons ce gouvernement, mais il y a encore des plaintes, des groupes de personnes qui... Au-delà même de parler représentativité par rapport aux forces politiques, nous parle des forces tribales. On nous dit, voilà, telle province n'a pas été représentée. D'où, aujourd'hui, on comprend encore qu'on se sent coincé, surtout au regard de la Constitution, qui nous dit clairement qu'il faudrait, au sein du gouvernement, qu'il y ait cette représentativité. Mais dans un pays comme la nôtre, où nous avons plus de 450 tribus, je me poserai la question, est-ce qu'il faudrait avoir 450 ministres? S'il faudrait réellement respecter cela. Le but ici, c'est d'avoir des personnes qualifiées où la compétence sera au rendez-vous pour que la vie de Congolais en général puisse avoir une amélioration. Parce qu'il est impossible d'avoir plus de 1000 ou 450 membres du gouvernement, c'est impossible, limite c'est une aberration, d'où les plaintes comme celle-là, limite, moi ça me dérange personnellement, mais je fais confiance au chef de l'État et à la vision de Madame la Première ministre et que nous espérons que ce gouvernement, qui a certes tardé, fera de son mieux pour relever le défi. Ah oui, je suivis justement cette déclaration du caucus des députés du Maniema qui disent que leur province n'est pas
n'est pas représenté dans ce gouvernement et ça complique encore la tâche. Lorsqu'il y a des choses comme ça, vous venez de le dire, on ne peut pas avoir 450. Madame la Première ministre fera de son mieux afin de faire toujours appel à toutes les parties prenantes. La République démocratique du Congo, c'est un pays vaste et nous avons une grande population avec sa diversité. D'où j'insiste sur le fait qu'il est impossible pour nous d'avoir plus de... Parce que nous parlons de train de vie qui doit être réduit, mais cette réduction... D'où j'imagine que si aujourd'hui on oserait avoir 26 membres du gouvernement, limite dans notre pays, ça sera impossible. Alors qu'ailleurs, c'est faisable. Du moment où on oublie un peu la casquette ethnique et que l'on brandit en fait les priorités qui sont la situation de notre population. Et je crois que c'est ce qui est de mieux qui doit être fait. Parce que ces telles réclamations dans une république où nous voulons bannir à tout prix le tribalisme n'ont pas lieu d'être, sincèrement. Maître Dalia Chilanda, est-ce que nous sommes en face d'un nouveau gouvernement ou nous sommes en face d'un... ce que les gens appellent dans les réseaux sociaux remaniement gouvernemental à 75%? Parce qu'on a vu pratiquement 20 ministres du gouvernement Sama Lukonde qui sont revenus avec 9 permutations. Mais écoutez, les 20 dont on parle, c'est une minorité. Sur 54, il y a 34. Pourquoi on voudrait s'attarder forcément sur les 20 et oublier les 34? Moi, je vois plutôt dans ce gouvernement la volonté politique du chef de l'État d'essayer de faire rejoindre à la table d'autres Congolais qui essaieront d'apporter leur respect. Nous voyons les profils. Ce sont des profils assez élogieux. Certes, les diplômes dans notre pays, ce n'est pas ce qui manque, mais nous attendons de voir leur application, comment ils vont s'en sortir. Et je saisis de cette opportunité finalement pour adresser mes félicitations aux nouveaux membres du gouvernement et les rappeler aussi que c'est ici l'opportunité d'essayer d'entrer dans l'histoire en essayant de changer les choses. Puisque nous avions vu combien notre pays, d'année en année, nous n'avançons pas. Donc, dire que parce qu'il y a 20 nouveaux... il y a 20 anciens qui reviennent et que ça c'est un problème, je ne pense pas. La politique, elle est certes telle qu'elle est, mais ici nous avons 34 nouvelles figures et même les personnes qui reviennent n'ont pas démérité, il faudrait le souligner aussi. Oui, mais lorsque vous dites en même temps qu'il faudrait qu'on les voie au travail par rapport à ce qu'ils devront faire, mais en même temps qu'on sait que les 20 dont on parle ici, ce sont des anciens ministres qui ont eu à travailler, qui ont eu à prouver ce qu'ils peuvent faire. On a vu les résultats qui sont présentés. Comment s'attendre à encore qu'ils fassent mieux que ce qu'ils ont pu faire? Vous savez, le gouvernement, c'est un ensemble. Il ne s'agit pas d'un ministre individuellement que l'on va coopter. C'est tout un corps. Chacun a son secteur, chacun a son secteur d'activité. Chacun a son secteur, mais en même temps, ils peuvent d'une certaine manière se compléter. Lorsque l'économie, le ministre de l'économie se verra être fort, cela pourra inciter aussi celui de l'industrie, et l'industrie va inciter celui qui va protéger la création d'emplois. D'où c'est un peu harmonieux, c'est un peu comme une ligne musicale où toutes les partitions doivent être jouées. D'où ici, moi je crois, nous avons eu, nous nous rappellerons encore de l'époque de Matata, nous avons eu à féliciter, à primer certains ministres qui se sont démarqués, dont je vois encore le professeur Mukoko Samba qui revient. Nous avions vu, effectivement, on va dire c'est un scientifique, du fait de sa qualité de professeur. Cette fois-ci, il revient à l'économie. Cette fois-ci, il revient à l'économie, mais nous nous rappelons de son parcours au budget. C'était quand même parmi des ministres à féliciter. D'où, moi, personnellement, j'aurais souhaité le revoir au budget pour qu'il nous aide, mais en même temps, je fais confiance à l'expertise même de Mme Souminwa, la Première ministre, le chef de l'État. Je me dis, à l'économie, il va encore se démarquer, mais parce qu'encore à l'économie, il faudrait rappeler que le professeur Mukoko Samba va se retrouver en face de la population, parce que les Congolais sont très exigeants. Les prix, l'inflation aujourd'hui que nous vivons, on va finalement s'attaquer de plus en plus à lui, vous dire, voilà la flambée de prix sur le marché. Nous voyons ce qui se passe au sein de nous. Nous voyons comment les exploitateurs, du jour au lendemain, élèvent des prix. On ne comprend plus rien. D'où, effectivement, un homme comme un profil comme celui du professeur Mukoko Samba, qui est au budget, qui revient vers l'économie. Moi, je reste un peu sur ma faim. Je me dis que c'est prometteur. Voilà. Mukoko Samba au budget, on connaît son bilan particulièrement, parmi tant d'autres. On parle beaucoup plus de la bancarisation de la paye des fonctionnaires de l'État, mais à l'économie, c'est autre chose. On a vu un ministre de l'économie tomber, qui a été avancé par les députés nationaux. Vital Kamerhe
l'a remplacé, il est parti, on n'a pas vu grand-chose par rapport à cette Oui, Kamere. j'ai toujours déploré cette situation qui a eu. Vous savez, on reste encore une population où dans nos pays, on est encore très, très fermé, je dirais même très sexiste, j'oserais le dire, mais je m'explique. En disant que nous avons vu Mme Akassia Bandoubola à l'époque, quand elle s'est retrouvée ministre de l'économie, on avait l'impression qu'on était très exigeante envers elle. On attendait beaucoup plus d'elle. Mais à la venue de M. Vital Kamere, limite, c'était silence radio, alors que dans le fond, rien n'a été fait. On a plus... Kamere, c'était un grand nom. Est-ce qu'il a bénéficié de son aura personnelle? Bon, peut-être. C'est son aura personnelle. Les gens se sont tués, on dit bon, il va peut-être faire quelque chose de bon. Mais après, quel est le résultat? Aujourd'hui, il nous laisse avec combien? On est pratiquement à 30 000 francs le dollar. Donc aujourd'hui, c'est une manière de dire que le populisme, mettons-le de côté, faisons place aux acteurs compétents qui peuvent nous permettre d'avancer. Parce que la réussite de ce gouvernement, ça ne sera pas simplement pour un seul individu ou uniquement pour le chef de l'État, mais ça sera pour l'ensemble de Congolais et c'est tout ce que nous voulons pour notre population. Alors, on va parler d'une autre permutation, cette fois-ci, c'est celle de Jean-Pierre Bemba qui était à la Défense nationale. Lorsqu'il est arrivé à la Défense nationale, les Congolais étaient très contents parce qu'il y a la guerre, l'agression de la part du Rwanda. Mais là, il part au transport, on estime qu'on l'a réduit. Réduit. Je ne partage pas cet avis, mais je crois que le chef de l'État a vu en lui, certes à la défense, vous savez, la défense de notre pays, nous sommes un pays qui sera et qui demeurera constamment en guerre du fait de notre sous-sol. Et aujourd'hui, il est important que au niveau du ministère de la Défense, il y ait cette permutation. Cela va permettre d'installer de nouvelles expertises, que chaque individu qui passera là comme ministre pourra apporter une nouvelle touche qui permettra effectivement à renforcer le système même sécuritaire de notre pays dont nous avons grand besoin. Et aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, vous savez, j'aime le dire, hein, aujourd'hui Jean-Pierre Bemba, moi j'attends de lui de relancer la régie de voies fluviales, parce que c'est un fils de la mer, c'est un fils du fleuve d'ailleurs. Nous, moi j'attends de lui, je prendrai même l'exemple, vous savez, de Sibé Zahir. Certains diront que oui, ça fait faillite. Des tristes mémoires. Oui, des tristes mémoires, ça fait faillite. Mais je crois que de cette expérience-là, il peut tirer des points positifs pour pouvoir relever. Et aujourd'hui, vous voyez un peu la situation que nous avons au sein du ministère de Transport. Nous sommes dans un pays où l'identification des véhicules n'est pas faite, l'identification de propriété est limite. Nous n'avons même pas de permis de conduire et ça, c'est très grave pour une république. D'où je fais confiance à l'expertise de M. Jean-Pierre Bemba qui revient cette fois-ci comme VPM au transport voie de communication. Et moi, je ne pense pas que c'est de le rabaisser, non. Moi, je crois que c'est plutôt un challenge qui s'offre à lui de relever. Il a eu à faire ses preuves dans temps et c'est l'occasion pour lui d'essayer de relever un peu ses défis. Il y a des gens qui estiment dans l'opinion en ce qui le concerne qu'il était à la Défense nationale. Et puis le chef de l'État le garde au gouvernement, il garde sa fonction de vice-premier ministre, mais il lui donne le transport. En quelque sorte, il s'agit d'une sanction négative par rapport à une erreur qu'il aurait commise dans la gestion du secteur de la défense nationale. Je ne dirais pas erreur. Vous savez, la question de la défense aujourd'hui, elle comporte beaucoup d'autres options que parfois même qui est méconnue du grand public. Mais moi, j'insiste sur le fait que ces départements-là, le ministère de la Défense, ne peut pas forcément être abrité par un seul individu. Nous avons besoin des énergies nouvelles qui viendront pour apporter un plus afin que nous puissions résoudre cette situation de l'Est qui est assez préoccupante. Et n'oublions pas que la situation sécuritaire, c'est pratiquement l'épine sur les pieds du gouvernement souminois. Parce que c'est là, on a un regard braqué sur eux, puisque ça fait aujourd'hui plus de 2 décennies où nous avons des pertes et nous avons pratiquement à plus de 10 millions de morts. D'où la question sécuritaire. S'il faut changer autant, mais si ça peut nous en permettre d'avancer, je suis totalement pour. Cela ne veut pas dire que l'on rabaisse quelqu'un, non. S'il fallait parler de rabaisser, je crois qu'il serait parti, parce que n'oublions pas que le chef de l'État
a encore son pouvoir discrétionnaire. Ouais. D'où il pouvait le laisser partir. Mais du moment qu'il garde, il se dit, j'ai encore besoin de monsieur Jean-Pierre Bemba, mais cette fois-ci, je l'envoie du côté du transport, de par son expérience avec Sibé Zahir. D'où je ne vois pas où est-ce qu'on voudrait le rabaisser. Au contraire, c'est un challenge quand on lui renouvelle la confiance. Le chef a décidé de renouveler sa confiance en lui et pour qu'il puisse effectivement emmener. Est-ce que le bilan a été négatif? Je ne dirais pas non, parce qu'il y a eu des avancées. Aujourd'hui, on est fiers des FARDC qui arrivent à reconquérir. Donc, on ne peut pas négliger d'emblée pour dire que non, rien n'a été fait. Il y a des travaux, il y a un travail énorme qui a été abattu au sein de la défense. Aujourd'hui, notre budget, jamais dans ce pays, on a autant misé en termes de finances pour l'armée. Oui. Nous l'avons vu et nous ne pouvons que souhaiter que la situation qui nous attriste puisse être changée. D'où c'est le nouveau ministre, M. Guy, je crois que c'est M. Mwadiamvita. Moi, je lui souhaite bonne chance et j'espère qu'il pourra s'entourer efficacement et enfin de ramener la paix à la partie est de la République. C'est un changement qui intervient au lendemain de ce qu'on a appelé les coups d'État manqués, même s'il est différemment commenté au sein de l'opinion. Et il y a des gens qui font des ramifications jusqu'à ça, qui lient cette perte du portefeuille par Jean-Pierre Bemba vous savez, il y a... situation sécuritaire. On ne peut pas empêcher certains individus de rêver, mais je crois que pour cette aventure dont nous avons tous assisté, c'était juste une bande de rêveurs qui n'ont pas su, qui se sont lancés certainement dans une aventure sans maîtriser effectivement les contours. Parce que je me pose la question, est-ce que ça, il faudrait faire payer le chapeau à Jean-Pierre Bemba? Je dirais non, puisqu'il ne contrôle pas ce qui se passe dans la tête de chacun. Et ça, c'est la difficulté que nous avons avec les Congolais de l'extérieur, qui pensent que d'un bâton magique, l'on fait abracadabra et tout va changer. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'où Jean-Pierre Bemba a eu son parcours. Moi, je le félicite et je l'encourage à rejoindre et j'insiste que les réseaux fluviaux, nous sommes un grand pays, on doit revoir avec la situation des chemins de fer. Donc, il y a tellement de choses qui doit être fait au niveau du secteur de transport. Donc, un homme à la carrière de Jean-Pierre Bemba, c'est à féliciter. On ne peut pas racoler ça à un rabaissement quelconque. Alors, de la défense nationale à l'intérieur, là, il y a un nouveau visage à l'intérieur. L'UDPS a géré le ministère de l'Intérieur. Avant Jean-Kmé Chabani, c'était Peter Kazadi. Avant Peter Kazadi, c'était un autre de l'UDPS. Toujours pas des résultats escomptés, mais cette fois-ci, c'est Jean-Kmé Chabani. Comment trouvez-vous ce profil ? Alors, Jacquemain Chabani, moi, je ne connais pas personnellement, mais ça reste un homme que j'ai beaucoup eu le temps de suivre dans mes débuts en politique, même lorsque je n'étais encore qu'une admiratrice. Je vois le profil et je connais l'avocat aussi, c'est un excellent avocat. Et c'est un profil, pour moi, c'est un homme qui n'a rien à prouver, qui a sa place. Nous l'avons vu même lors de la campagne du chef de l'État, ça a été un succès. D'où le profil tel que de M. Chabani aujourd'hui, pour moi, c'est un profil que je félicite parce que c'est un homme qui a un certain background. Je vous rappellerai qu'il a été secrétaire général au sein de l'UDPS et nommé par le Sphinx d'heureuse mémoire, ce n'est pas de moindre. Ça veut dire que le Sphinx, connaissant la rigueur avec laquelle il s'est toujours démarqué, il s'était toujours démarqué, choisir un homme comme Jacquemain, et à l'époque c'était un jeune pour être secrétaire, donc ça veut dire que cela signifie que c'est quelqu'un en qui nous devons avoir confiance du fait de son background, mais aussi du fait de sa détermination. D'où, moi je salue sa nomination. Certes, il y a eu des failles avec son prédécesseur, mais je crois que c'est quelqu'un qui c'est un homme du terrain. Moi, vous le reconnaissez qu'il y a eu des failles avec son prédécesseur. Il y a eu des failles, mais là vous avez un homme qui a été secrétaire général d'un parti, donc qui a été appelé à gérer. Et surtout au sein des partis, on a souvent ce qu'on appelle des têtes un peu folles qu'on en a du mal à maîtriser. Donc quand on est secrétaire général, on est appelé à réunir autour de soi toutes ses forces et les gérer. Aujourd'hui, Jacquemain Chabani à la défense, je l'espère, j'espère et je sais qu'il va s'en sortir et qu'il nous fera un excellent travail. De l'intérieur à la justice, un nouveau visage à la justice. La belle surprise à la justice, effectivement. La belle surprise. Oui, la belle surprise. Constant Moutamba, ministre d'État à la justice. L'opposant républicain. L'opposant républicain. Oui, c'est la belle surprise. Mais aussi,
aussi un challenge, encore une fois, de plus pour cet avocat qui a très souvent été très dur à l'égard de la justice. Il est dur. Hein. Oui, exactement. J'ai particulièrement suivi sa campagne de près. Et j'ai vu comment il insistait, et il avait même parlé de quelque chose qui m'intéresse, et que j'aimerais le voir mettre sur pied, puisqu'aujourd'hui il est ministre de la Justice, c'est le parquet financier. D'où il en parlait, il critiquait, il connaît un peu les rouillages, les difficultés quand aujourd'hui les citoyens à se tourner vers la justice. Et aujourd'hui, le chef de l'État a décidé de lui confier ça. De lui confier. Alors, il est temps pour lui de finalement relier la parole à l'acte en nous prouvant effectivement qu'un avocat qui arrive à la tête du ministère de la Justice, qui pourra faire changer les choses, et nous attendons. Nous le disons tous les jours, que la justice élève une nation. D'où nous ne pouvons pas parler de développement, nous ne pouvons pas parler de tous les maux qui nous rongent si d'abord l'appareil judiciaire dans notre pays pose problème. C'est impossible, puisque nous allons dénoncer les corrupteurs, nous allons les arrêter certainement, mais après si rien n'est fait, si l'on ne sanctionne pas, si l'appareil judiciaire n'est pas efficace, finalement, l'on ne fera que tourner en rond. D'où moi je serai très sévère. Très sévère. Très sévère. C'est un opposant. Il a fait ses preuves, mais je serai très sévère parce que, en tant qu'avocat... Il a quand même frayé son chemin pour en arriver là. Il a frayé quand même son chemin. C'est un jeune qui... Vous savez, moi, j'ai eu la chance de le connaître, tout simplement parce que quand j'étais en première année, deuxième année graduat, il était assistant du professeur Jack Njoli. Et je connais un peu comment il est assez ténace, et on l'a vu. C'est un homme au-delà de ce qui a pu être fait, peut-être de l'erreur communicationnelle qu'il y a eu. Mais c'est un homme qui nous a montré... On lui balance ça dans les réseaux sociaux. C'est un homme qui nous a montré qu'il a sa place et qu'il est tenace. Puisqu'il y tient, il a frayé son chemin. Parce qu'on pensait que tout était fermé pour lui, mais il a tracé son chemin et il est là parce qu'il nous a montré qu'il a la rage de persister. Et ça, c'est quelque chose de très déterminant, et que nous qui sommes jeunes aussi, on peut s'en inspirer. D'où moi, je serais très regardant avec monsieur le... Très sévère. Très sévère. Mais alors, tout à l'heure, vous dites que c'est un avocat, un bon avocat. Il connaît quand même les méandres judiciaires qui se font. Tout le temps, il connaît le besoin de la population à se faire justice. Et bon, alors, mais les gens disent ça souvent. Rose Mutombo, qui l'a précédé sur ce poste, est une ancienne magistrate. Mais on disait également d'elle la même chose, mais c'est une ancienne magistrate qui connaît le secteur, ainsi de suite, mais on n'a rien vu d'intéressant. Bon, moi je n'étais jamais d'accord avec ça, parce que moi j'étais inquiète du fait de savoir que Madame Rose, c'était une fille maison. C'était une fille qui a toujours été là dans ce système-là. Et c'est très difficile lorsque l'on vient, on est produit même d'un certain système. On dit que la révolution ne mange pas ses propres enfants. Disons que dans ce contexte, il trouve sa place. Voilà, il trouve sa place. Mais là, en fait, on change un peu de camp. On quitte un peu la magistrature. On va vers un avocat. Vous savez, très souvent, l'on minimise un peu l'impact que subissent les avocats au regard des injustices que peuvent subir nos clients. Les avocats le portent. Souvent, on n'en parle pas souvent. On vous dira plutôt que voilà, il y a des avocats qui sont de mèche avec les magistrats pour nuire aux justiciables. Mais je dirais que ça, ce n'est qu'un cas qui est tellement minime. Il y a aussi la part de ces avocats-là qui sont sérieux dans leur travail, mais qui se retrouvent coincés, qui sont finalement en difficulté parce que l'appareil judiciaire, ceux qui tiennent l'appareil judiciaire en main, nous connaissons un peu la suite, c'est quand même assez difficile. Aujourd'hui, monsieur Constant Mutamba qui arrive, qui connaît très bien, qui est passé par ces étapes-là, et lui-même a longtemps émis des critiques. Au-delà des critiques, ce que j'apprécie avec lui, c'est aussi les différentes propositions. Parce que vous savez, nous avons une opposition qui a beaucoup tendance à verser dans les critiques que dans les propositions. D'où je salue un peu cette initiative, mais je salue aussi sa nomination, et je reste sous ma foi parce que j'en demanderai des comptes. Ah, ok. Alors, comment trouvez-vous le pourcentage des femmes nommées au sein du gouvernement? On parle de 32% de femmes. Alors, cette question, je m'y attendais, mais disons qu'on est contente. Contente?
On est contente. Moi, particulièrement, je salue la démarche du chef de l'État qui ne cesse de nous prouver qu'il est cet homme-là aux côtés des femmes, on le dit si bien, le champion de la masculinité positive. Aujourd'hui, on est à plus de 32% des femmes. Parce que dans la Constitution, on nous parle de 30%. Là, on est largement sur 32% des femmes. C'est une avancée très significative. Et je crois que les femmes qui sont aujourd'hui au ministère doivent nous prouver. Moi, je n'aimerais pas exiger autant pour les femmes, mais je crois que pour ce combat, elles doivent prouver effectivement que les femmes ont leur place. Et j'insiste sur le fait qu'elles doivent inspirer la jeune fille de demain. Parce que nous avons besoin d'une société où les femmes auront des repères, où les femmes pourront s'inspirer davantage des aînés qui ont atteint certains postes. Et pourquoi pas demain dépasser. Aujourd'hui, nous avons une première ministre femme. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir des milliers de jeunes filles en République démocratique du Congo qui peuvent oser plus grand, atteindre ce niveau et pourquoi pas demain avoir une présidente de la République femme. En parlant justement de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, on dit d'elle dans les réseaux sociaux qu'elle n'a pas su nommer même ses propres 5 ministres. Donc on lui a imposé des visages. Êtes-vous d'accord avec ça ou non? Je suis totalement pas d'accord parce que le gouvernement est issu d'une majorité. Revenons sur les bases d'abord. Avant de commencer à extrapoler dans les différents propos, il faudrait revenir sur les bases. Le gouvernement est issu d'une majorité. On a eu un informateur qui a eu à identifier la majorité et c'est de cette majorité que les différentes forces qui sont les parties prenantes, qui forment même la majorité au pouvoir, proposeront des noms. Ce n'est pas une histoire, on ne va pas aller chercher des personnes comme ça pour le plaisir. Non, ces personnes doivent être issues d'une famille politique qui a la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Donc, nous devons d'abord commencer par respecter les principes. La première ministre est prisonnière de ça. Elle n'est pas prisonnière parce que chaque regroupement, chaque partie prenante a eu à proposer un certain nombre. Et a eu à mettre sur la table, la première ministre, un certain nombre de noms, les noms qui ont été présentés, des candidats, et au regard des profils individuels, c'est à ce moment-là que la première ministre s'est décidée. D'où on me propose, je peux avoir sur ma table 10 noms, mais au regard de ces 10 noms, je choisis, je regarde selon le profil. Donc on ne peut pas dire que je suis, parce qu'on ne l'a pas imposé un seul nom. Elle a eu à faire un choix au regard des différentes listes qui ont été présentées, qui proviennent effectivement de la majorité présidentielle. Revenons sur les bases. Vouloir extrapoler sans vraiment avoir de la contenance, moi je trouve que c'est un peu de l'ignorance. Le ministère de l'EPST est désormais appelé Éducation nationale. C'est une femme qui est à la tête de ce ministère. Ça pourrait produire quelque chose de bon dans les résultats? Oui, moi je reste très admirative déjà du fait que l'on passe un peu de EPST à Éducation nationale. C'est tout aussi important puisque l'EPST ou comme aujourd'hui c'est l'éducation nationale, il ne s'agit pas simplement d'un stylo et d'un banc. Ça va au-delà. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où l'homme congolais a besoin d'être construit. Et ça commence dès le bas âge. Aujourd'hui, nous nous plaignons de la corruption. Je vous prendrai un exemple. Nous avons vu ce qui s'est passé récemment. Il y a un véhicule, un camion qui contenait certaines sucreries qui a eu un accident. Nous avons vu l'attitude de nos compatriotes. Et ça, c'est déplorable. D'où ce même compatriote qui se comporte comme ça à l'égard du bien d'autrui. Est-ce que nous devons attendre mieux de lui une fois au poste de commande? Non. Alors, ça doit être appris dès les bas âges. On doit revenir à la notion de la citoyenneté, apprendre à nos enfants, aux futurs gouvernants de demain, l'amour de la patrie, le respect des deniers publics, le respect de l'autre. Et tout ça doit être fait à ce niveau-là. D'où c'est un grand chantier qui englobe finalement beaucoup d'autres points et j'espère
vu le profil aussi de Madame Raïssa Malou, je crois, vu son profil, j'espère qu'elle sera à la hauteur, mais surtout qu'elle puisse marteler, parce que l'homme congolais aujourd'hui, on a vu, l'on peut changer autant de ministres que l'on voudra, mais c'est maintenant l'homme congolais qui pose problème. C'est l'homme congolais qui pose problème. L'éducation nationale, vous l'avez dit, ce n'est pas seulement un stylo, un banc. Ça va au-delà. Ça va au-delà. D'ailleurs, même avec la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. Oui, c'est une très bonne chose. Maintenant, parlons maintenant de la qualité des enseignants, de ceux qui transmettent. La qualité des enseignants. Voilà, il y a toutes ces questions qui reviennent au niveau de l'éducation nationale, la qualité des enseignants. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui que l'enseignant, aujourd'hui, on a l'impression que ceux qui sont enseignants aujourd'hui sont un peu par défaut. Bon, je n'ai rien à faire de mieux, mais est-ce qu'ils sont réellement formés? Notre système éducatif, par exemple, elle n'est plus adaptée. Elle n'est plus adaptée. On veut d'un système qui va parler à nos enfants de notre histoire. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui finissent et on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à lire. Et ça ce n'est pas à l'université qu'on apprend. C'est vraiment au niveau de l'éducation. La base. On doit renforcer. La gratuité, c'est bien, mais renforcer les capacités des enseignants. On a beau condamner les élèves à chaque fois qu'il y a publication des résultats d'examen d'État, mais on oublie les enseignants. Qui enseigne ces enfants-là? Je suis moi-même pédagogue de formation. C'est pourquoi cette question liée à l'éducation nationale me tient à cœur. Il y a beaucoup de portefeuilles au niveau du gouvernement. On ne va pas parler de tous les ministères, mais on peut terminer ce soir avec le ministère de Sport, où on a un ancien des hydrocarbures qui débarque au niveau du sport. Didier Boudin, vous ne pouvez pas le citer. Comment vous trouvez ce profil? Au sport, où il y avait un ancien directeur de sport d'une télévision nationale, Kaboulo Mwana Kaboulo. Bon, moi, je ne vous cacherai pas que l'ancien ministre m'a largement déçu du part de son expérience, de son expertise. Je ne m'y attendais pas. Maintenant, on a M. Didier Boudzibou qui nous quitte les hydrocarbures, qui vient. Alors, je dirais que j'espère que cette fois-ci, il ne va pas nous prendre encore 2 semaines d'apprentissage. C'est quand même le sport. Ok. Parce que les hydrocarbures, ça a été une autre question. Voilà. Il y avait l'apprentissage au niveau des hydrocarbures. C'est ce qu'il nous avait dit. Hein. Je ne rappelle que ce qu'il avait dit. Il avait dit qu'il devait prendre 2 semaines pour essayer de maîtriser un peu les rouillages des termes au niveau des hydrocarbures. Oui. Et j'espère que cette fois-ci, l'apprentissage sera rapide. Il ne va pas prendre 2 semaines. Voilà. Est-ce que c'est lui qui devrait penser à cette question ou c'est lui qui l'a nommé qui devrait penser à ça? Bon, je crois que c'est un homme brillant. Je ne veux pas le nier, c'est un homme brillant. Peut-être n'était pas très à l'aise avec les hydrocarbures. Oui, il devait d'abord apprendre, avant de décider. Avant de décider. Et c'est ce qui me chagrine à chaque fois, c'est que l'on ne peut pas être nommé à ce poste-là et venir apprendre. Non, je suis désolée. Dans un pays comme la nôtre, où les questions sont d'une urgence, où tout est prioritaire, on ne peut pas se dire devenir ministre pour commencer d'abord à apprendre. Non, je suis désolée. Il n'était pas le seul dans la situation. Hein. Il n'était pas le seul. Et ça, c'est bien dommage. Et je crois que cette fois-ci, le chef de l'État a essayé de faire de son mieux en sa mandat un peu avec ça. Mais il est important de souligner que l'on ne peut pas continuellement avoir des personnes qui viennent apprendre. Je veux féliciter peut-être un petit détail, le maintien de M. Liaou. Jean-Pierre Liaou, mon ancien ami. Maintenu au ministère de la fonction publique. Moi, je félicite. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème avec le ministère de la fonction publique. À chaque fois qu'il y avait un nouveau ministre, ce nouveau ministre, lui, venait remettre le compteur à 0. On va encore continuer à identifier les fonctionnaires. Finalement, c'est un ministère où d'année en année, c'est chaque ministre qui arrive et qui refait la même chose. Alors là, on a quelqu'un qui a largement avancé, qui est arrivé quelque part et qui va continuer. Nous, on n'aura pas encore quelqu'un. Moi, j'avais un peu l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un ministre de la fonction publique, il s'emmène, il trimballe, lui aussi ses problèmes. Chacun refait la même chose et finalement, c'était un ministère où rien n'était fait. Aujourd'hui, avec monsieur qui a même été plébiscité plusieurs fois et que j'ai espoir que
les situations des fonctionnaires de la République vont de plus en plus s'améliorer parce qu'effectivement, il n'aura pas à refaire ce qui a déjà été fait, mais il va plutôt avancer vers les nouveaux challenges. Alors, il y a eu quand même ce qu'on a appelé scandale au niveau du ministère des Finances dernièrement avec cette histoire-là des forages, ainsi de suite, qui coûterait plus cher. Il y a un autre ministre qui arrive. Si on vous demandait de lui donner un conseil? Alors, s'il y a un conseil à faire au nouveau ministre des Finances, moi j'aimerais rappeler ici qu'il n'a pas droit à l'erreur et que la population en est très regardant. Parce que, surtout dans les paiements, dans les dossiers. Et qu'il nous arrête un peu, qu'il arrête un peu, hein, une fois installé, qui ne nous viennent pas avec ces histoires de paiement d'urgence. Alors qu'il y a des urgences qui sont là, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Ça, ce n'est pas une urgence pour un ministre des Finances. Mais bizarrement, quand il faut faire certains arrangements pour des profits personnels, c'est à ce moment-là qu'on bradit la carte d'urgence. D'où nous sommes très regardants et... bon vent à lui et tout en essayant. Mais il ne faut pas non plus régner les efforts qui ont été faits au niveau du ministère des Finances, que je salue. Il y a eu des efforts. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Même si la fin, effectivement, comme on dit, c'est la fin. La fin qui justifie les moyens. Voilà. Œuvre des temps de jour en un jour effacé. Ah, ça. Quelles sont les mauvaises choses ou les mauvaises choses que vous sentez venir avec cette configuration gouvernementale? Les mauvaises choses, je dirais que... Parce que vous avez beaucoup évoqué de bonnes choses. Hein. Ça, c'est bon à tel niveau. Vous savez, c'est un nouveau gouvernement... C'est qu'on peut considérer comme un mauvais côté. C'est un nouveau gouvernement qui arrive. Il faudrait les entourer des ondes positives parce que c'est l'intérêt des Congolais qui est mis en jeu. Donc, c'est jouer les prophètes de malheur n'arrange pas parce que après, lorsqu'ils sont, certainement, ils vont partir. Mais c'est les Congolais qui vont continuer à croupir dans la souffrance et ça... Pour moi, pour le moment, puisqu'ils viennent d'être nommés, laissons-les le temps. Nous allons les juger dans la mesure de leur travail, dans la mesure de leurs compétences. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, l'on pourrait parler maintenant de mauvaises choses. À ce stade, j'ai encore des réserves. Je les souhaite bien des bonnes choses pour que finalement, que le pays, que la République puisse avancer. C'est tout ce que nous demandons. Alors, au niveau de l'opposition, on dit qu'il n'y aura rien de bon. On suit les opposants quand ils parlent. Non, il n'y aura rien de bon. C'est devenu une chanson, un slogan, ou parce qu'ils analysent et puis trouvent qu'il n'y aura rien de bon? Vous savez, l'opposition en République démocratique du Congo a tendance à se perdre en elle-même, dans sa vision, dans même l'idéologie en soi. Puisque, comment on se dit vouloir diriger le pays demain, tout en souhaitant que les autres passent leur temps à échouer. Certes, c'est de l'échec des autres qui vont puiser de leur force, mais je crois qu'ici, en tant que républicains d'abord, nous pouvons que souhaiter accompagner. L'opposition n'est pas là pour maudire forcément tout ce qui se fait par le pouvoir. L'opposition, par contre, doit avoir un regard sévère, critiquer quand il le faut, mais pas là, on est là, il y a une nomination qui vient d'être faite et d'emblée, un groupe de personnes, puisqu'il se dit opposant, décide de nous dire que voilà, rien de bon ne sortira. Pourquoi est-ce que... J'insiste sur le fait que ce gouvernement, l'échec de ce gouvernement, c'est la population qui va en pâtir. Il ne s'agit pas des opposants, puisque nous avons vu un peu ce qui se passe. Plusieurs qui ont été hier opposants, qui ont décidé de traverser vers la majorité, mais une fois nommé ministre, quel a été le résultat? Nous n'avons rien vu. D'où, je crois qu'on doit plutôt se battre sur des débats d'idées, sur des débats de compétences. Est-ce qu'ils seront en mesure de le faire? Oui. Voilà les débats, nous les débats des compétences. Oui, nous les attendons en retour de réellement... Nous avons vu les profils, c'est élogieux. Ce n'est pas les diplômes qui manquent à la République, mais nous allons attendre les résultats au niveau de travail, des responsabilités qui ont été confiées à chacun d'eux. C'est là, à ce moment-là, qu'effectivement, on peut débattre et conclure si c'est un échec ou non. Mais pas d'emblée, au départ... Comment est-ce qu'on peut attendre de ce genre de travail lorsqu'on estime que quand on est nommé ministre, c'est la fête qui commence? Plusieurs ont fêté, Madame Dalia, plusieurs ont fêté. Et quand on fête, c'est un message que l'on communique à l'opinion. Écoutez, moi je n'ai jamais compris pourquoi ça dérangerait que la personne puisse célébrer
un nouveau chapitre de sa vie. Vous voyez? Oui. Puisse célébrer le fait qu'il a obtenu une certaine confiance. Mais en même temps, ces gens-là, ces individus dont on parle, ces nouveaux membres du gouvernement qui ont certes célébré, mais ils ont aussi également compris la charge qu'ils ont et même la pression qu'ils auront. Parce que de manière intelligente, vous semblez bien arranger ça. Non, je n'arrange un rien. nouveau chapitre de sa vie. Nous regardons même les élections, même quand il y a des élections aux États-Unis où on proclame un vainqueur en tant que président. Avons-nous vu Biden pleurer? Non, c'était une réjouissance. Pourquoi est-ce qu'on veut être sévère avec les nôtres? Pourquoi on voudrait être sévère? Parce que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas non plus une mauvaise nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Qui mérite aussi d'être célébrée. Alors, les États-Unis et la RDC, c'est les jours et la nuit. Lorsqu'on sait que la RDC, c'est des millions qui sont détournés. Restent la même. Les sentiments de joie, les sentiments de tristesse restent la même. Mais les côtés bénéfices matériels que l'on tire de cette nomination, ça, vous en parlez ou non? Chaque travail, vous êtes journaliste, chaque travail que l'on fait à ses bénéfices et on arrive à tirer des profits de ça. Il faudrait qu'on quitte un peu cette hypocrisie de penser que chaque travail a ses bénéfices. Aujourd'hui, il y a certains qui seront appelés excellence, même s'il y a d'autres qu'on va appeler abusivement excellence. Voilà, mais il y a ces profits, il y a les avantages liés à une fonction, d'où il y a de quoi, effectivement, se réjouir. Alors, ce n'est pas un deuil. On va terminer. Ah, c'est pas un deuil. Ce n'est pas un deuil. Justement, voilà. c'est une réjouissance. C'est une réjouissance. Un nouveau chapitre de sa vie. C'est un nouveau chapitre de sa vie et l'opportunité surtout d'entrer dans l'histoire en faisant preuve de bonnes choses, de une bonne gestion. Une bonne gestion. Voilà, c'est l'opportunité d'avoir son nom gravé. Malheureusement, on a mal habitué les Congolais, pas avec une bonne gestion, mais avec des mauvais actes. Ça, c'est le tard que nous cesserons de déplorer. Mais n'oublions pas aussi qu'au-delà de tout ça, moi aujourd'hui je suis plutôt sur des notes positives. Voilà. Alors, on va terminer aujourd'hui par cette question. La première ministre, que doit-elle faire pour obtenir, c'est pas moi, une symbiose de toute l'équipe, quand même qu'il y ait un travail qui soit fait à tous les niveaux pour que ce système puisse donner un bon résultat à la population? Je voudrais d'entrejeu dire ceci. La première ministre, Madame Souminois, doit réellement s'imposer, imposer son leadership, puisqu'elle est la tête. Le gouvernement est un corps. C'est elle qui est la tête. Et c'est la tête, au travers du cerveau, qui doit finalement donner des injonctions afin que soit l'on bouge, soit l'on ne bouge pas. D'où elle doit avoir un regard très plaisant. Je ne voudrais pas qu'elle le soit qu'un figurine qui est là, qui ne fait rien. Non, j'aimerais qu'elle soit là. Ça, c'est le conseil que je lui donnerais, c'est de suivre de près. Puisque le manque de suivi, ça a aussi été l'une des causes finalement qui nous conduit à la mégestion. Quand il n'y a pas de suivi, lorsqu'il n'y a pas quelqu'un qui régule, un régulateur pour suivre de près ce qui est fait ou non, voilà ce qui nous emmène finalement. D'où, moi j'attends d'elle d'être très regardant et surtout d'avoir une personnalité assez forte pour pouvoir s'imposer, parce que les caciques, la composition n'est pas de moindre, il y a des noms assez remarquables qui nous... D'où face à ça, je crois que au-delà d'être chef du gouvernement, elle peut s'imposer et ainsi imposer aussi son leadership. Maître Dalia Chilanda, nous avons fini cette émission. Moi qui ai un mot de la fin pour ce soir. Oh, je dirais plutôt que nous sommes contents finalement d'avoir un gouvernement et de vite passer le cap. Et nous insistons que ce gouvernement qui a été mis en place doit comprendre les enjeux de l'heure qui nécessitent finalement qu'ils se mettent à travailler. On en a marre du populisme, on en a marre des ministres stars, on veut qu'il y ait le travail. Et aussi, il y a la question de l'Est qui, du reste, demeure une question assez préoccupante et nous attendons de voir vraiment une avancée significative et pourquoi pas le retour de la paix à la partie Est de la République. Merci beaucoup, Maître Dalia Chilanda. Nous rappelons que vous êtes cadre du REPOP, avocat des professions et coordonnatrice de la Fondation Equitas. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour un autre numéro de Table Ronde. Au revoir.